Ariel Toledano, médecin qui est enseignant à l'université de Paris 5, René Descartes, qui enseigne donc l'histoire de la médecine. Et donc le cycle va se prolonger de semaine en semaine. La semaine prochaine, vous verrez, nous passons à un tout autre sujet, puisque nous allons parler de réflexion actuelle sur le patrimoine juif. Dominique Jarassé de l'Université de Bordeaux, qui va parler des synagogues dans le monde. Il a fait un travail d'exploration des synagogues en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en France et un peu partout dans le monde. Et par la suite, il aura donc aussi une conférence de sociologie, le 19, le pluralisme au sein du judaïsme français aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que l'idée de l'arc-en-ciel, c'est de donner donc une tribune à toutes les disciplines des sciences du judaïsme. Et il y a une discipline qui, en France, a trouvé, à un moment donné, une très grande importance grâce à une personnalité éminente à laquelle Ariel Toledano a rendu hommage, le professeur Isidore Simon. L'idée d'Isidore Simon était que dans le monde universitaire français, on connaissait la contribution des Grecs ou des Romains à la médecine, on ignorait tout de la contribution des Hébreux et du judaïsme tardif, et qu'il fallait mettre en lumière cette contribution. C'est un effort considérable, et quand Isidore Simon nous a quittés, nous étions nombreux à nous demander s'il y aurait une nouvelle génération d'historiens qui vont suivre ce schéma et qui vont mettre en valeur ce que le monde juif a fait en matière de médecine. Et je suis très heureux d'accueillir le docteur Ariel Toledano, parce que c'est une personnalité qui a consacré de très nombreux ouvrages à la médecine hébraïque. La médecine de la Bible, la médecine du Talmud, la médecine de la Kabbale, et la médecine dans l'œuvre des Maïmonides et d'autres ouvrages encore que vous pouvez trouver d'ailleurs à l'entrée donc dans le hall. C'est extrêmement important et aujourd'hui il a choisi pour vous donc un thème qui est de très grande actualité chronologique, je dirais ainsi, la médecine des Maïmonides, 1138-1204, pour une thérapie du corps et de l'esprit. Comme vous savez, Maïmonide est une personnalité qui a été reconnue au Moyen-Âge, non seulement dans le monde juif, mais aussi dans le monde chrétien, dans le monde musulman, et ses ouvrages, qui ont été traduits en latin, ont joui d'une très grande popularité, d'un très grand prestige dans le monde scientifique. Alors, pour vous parler de Maïmonide, rien de mieux que de donner la parole à un auteur qui a consacré un ouvrage entier à l'œuvre de Maïmonide. Et donc, ça vous permettra de nous remettre donc, dans la scène de ce qui fut le judaïsme médiéval, comme un judaïsme qui était en relation avec le christianisme et l'islam, une relation qui parfois était de sérénité et parfois était des tensions ou des conflits. C'est important de connaître donc, ces alternances, ces hauts et ces bas, dont la vie des Maïmonides témoigne de façon très dramatique. Et sans plus tarder, parce que vous n'êtes pas venu m'écouter, mais vous êtes venu écouter Ariel Toledano, je donne la parole à Ariel Toledano. Et je dois vous quitter à mon grand regret parce que j'ai encore d'autres activités dans cette maison qui grouille d'activités depuis quelque temps, mais ne nous plaignons pas. Hein, les institutions juives se plaignent quand il n'y a pas d'activité. Alors donc, Ariel, merci. Merci Franklin. Je tiens quand même juste à dire, pour ceux qui sont des habitués de Maïmonide, restez encore avec nous quelques instants. Franklin Roski est quand même celui qui a signé la préface de ce livre qui s'appelle Le Guide des égarés et dont il y a à la fin du livre le traité des 8 chapitres. Et la préface est faite par Franklin Roski. Donc je suis très honoré qu'il présente, c'est pas un hasard,
je ne crois pas au hasard, que vous présentiez le début de cette conférence. Merci à vous, Franklin Roski. C'est un grand honneur pour moi. Très bonne conférence. Alors, chers amis, j'espère que vous avez du temps, parce que parler de Maïmonide, je ne sais pas combien de temps on a, mais en 1h30, ça va être très court, d'autant que j'ai envie de vous parler de toute la médecine de Maïmonide, parce que c'est vrai que si on parle de Maïmonide en tant que philosophe, en tant que rabbin, on a très peu d'informations sur le médecin, Maïmonide le médecin. Et j'avais envie de combler cette lacune, et c'est pour cette raison que je me suis intéressé à l'ensemble des traités médicaux de Maïmonide. Mais avant de vous raconter cette belle histoire, je voudrais d'abord saluer toute l'assemblée qui est là, nombreuse. Je reconnais beaucoup de personnes qui viennent à mes cours de l'Institut Wiesel. Il y a des gens très sérieux, je vois, qui assistent à tous les cours. Et je voudrais saluer également ma belle-mère, qui est au fond de la salle, discrète, comme d'habitude, qui a la gentillesse d'être là. Et également mes parents, qui me font l'honneur d'être également là. Donc, on est en famille ce soir. Alors, si vous le permettez, pourquoi il était important pour moi de présenter Maïmonide en 2018. Pour une raison simple, comme vous l'aurez compris, comme vient de le dire Franklin Roski, Maïmonide est né en 1138. Mais si vous refaites des recherches Internet partout, vous allez voir qu'il y a deux dates à propos de Maïmonide. Vous avez parfois 1135, parfois 1138. Il s'avère que 1135 est une fausse date, mais vous le savez, quand il y a une date qui est lancée, après c'est difficile de revenir en arrière. Et on sait maintenant que c'est 1138 parce qu'il y a une trentaine d'années, un grand historien des civilisations de la Méditerranée qui s'appelait Shlomo Dov Goiten, qui malheureusement est décédé, a trouvé, vous savez, dans les manuscrits qu'on a retrouvés dans la Gnisa du Caire, vous savez, il y a eu 200 000 manuscrits retrouvés dans la Gnisa du Caire, vous savez, cette synagogue du Vieux-Caire. Et on a retrouvé justement, ce grand historien, Shlomo Dov Goiten, a retrouvé un manuscrit autographe de Maïmonide, dans lequel Maïmonide en personne raconte qu'il a fini son commentaire de la Mishnah à l'âge de 30 ans, et il donne une date. Et la date correspond à 1168, donc à l'âge de 30 ans, donc moins 30 ans, on a la date de naissance de Maïmonide. Donc on sait que Maïmonide est né à Cordoue en 1138, donc nous sommes exactement le 880e anniversaire de la naissance de Maïmonide. Et vous voyez, un personnage comme Maïmonide est un personnage qui, malgré les siècles, nous sommes toujours, en analysant son œuvre, face à un réel génie. Et ce que je vais vous raconter ce soir, c'est que non seulement c'est un génie, bien évidemment, dans le monde rabbinique, et dans le monde de la philosophie, il suffit de lire son Guide des égarés, sa pensée philosophique, mais c'est également un génie médical. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un, et vous le lirez quand si certains ont envie de lire mon livre, La médecine de Maïmonide, vous verrez qu'on est face à un médecin qui a une telle acuité sur les choses, une telle analyse, qu'on est face à quelqu'un qui a quasiment, par son observation, devancé les grands concepts de la médecine moderne. Et nous allons les voir ensemble. Alors, commençons, si vous le permettez, par rapport à quelque chose qui me tient également à cœur, c'est la notion de la théorie du langage. Vous savez que dans son Guide des égarés, Maïmonide aborde plusieurs théories. Et parmi les théories qu'il aborde, vous avez ce qu'on appelle la théorie du langage, ce qui veut dire quoi? Cette théorie du langage, d'ailleurs, Franklin Roski est parti, mais l'arc-en-ciel, vous savez, en hébreu, ou en tout cas dans la Bible, la première fois que l'on voit un arc-en-ciel, vous avez le texte de la Bible, la Genèse, chapitre 9, verset 12, il est écrit « Vayomer Elohim zot ot haberit ». Ot haberit, ça veut dire, ceux qui connaissent l'hébreu, voilà le signe d'alliance, exactement. Et ot, selon la théorie maïmonidienne, chaque mot du texte biblique a au moins un double sens. Le mot ot signifie signe, mais également signifie, pardon, lettre, exactement. Et c'est d'ailleurs sur ce concept de lettre
et de signes que j'avais écrit un livre, parce que il y a quelque temps, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La médecine du Talmud, au commencement des sciences modernes ». Et à l'époque, on me disait « Mais tu as écrit un livre sur le Talmud, est-ce que tu parles de Maïmonide ?» J'ai dit « Non, je parle des médecins et des rabbins de l'époque talmudique. Maïmonide n'est qu'un commentateur du Talmud. » Mais si je vous raconte cela, c'est parce que j'avais été marqué à l'époque par la capacité de nos rabbins du Talmud à décrire des maladies comme des très grands sémiologistes, c'est-à-dire qu'ils avaient une capacité à vraiment faire des descriptions très précises, expliquer dans quel cadre il fallait décrire une maladie. Et je me suis posé la question, mais comment ça se fait que nos rabbins ont cette capacité? Vraiment, c'était impressionnant. Les maladies sont parfaitement décrites dans le Talmud. Et j'ai pensé donc à cette phrase de Maïmonide qui disait en fait que chaque mot avait au minimum un double sens. Donc les rabbins du Talmud, en fait, faisaient, au lieu de faire de l'exégèse des textes, ils faisaient également de l'exégèse des corps. C'est-à-dire que quand ils analysaient un corps, quand ils faisaient leur description des signes des maladies, ils faisaient de l'exégèse. C'est-à-dire que de la même manière qu'ils pensaient que le mot « hôte » signifiait « l'être », ça signifiait également « signe », le signe des corps, le signe des maladies. Ça, c'est juste un aparté par rapport à ce travail que j'ai fait sur le Talmud et qui m'a ensuite attiré vers la Kabbale, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Alors, pour en revenir à la théorie du langage, il y a un Rashi, ce grand commentateur du Moyen-Âge, qui m'a beaucoup interpellé. C'est celui qui concerne la fabrication du tabernacle. Et au cours de la fabrication du tabernacle, vous avez un mot qui apparaît à propos de la fabrication des tentures du tabernacle. Vous avez un mot qui apparaît qui s'appelait Maaseh Choshev. Maaseh Choshev, ça veut dire quoi? Ça veut dire, selon la traduction de la Bible du rabbinat, ça veut dire motif de tissage. Hein, d'accord? Motif de tissage. Et Rashi, ce grand commentateur, va expliquer qu'il s'agit d'un travail d'artiste qui consiste en fait à faire un tissage d'un tissu de telle manière à ce qu'il y ait sur une face une image et sur une autre face une autre image. Et Rashi va plus loin et donne avec précision quelles sont les images qu'il y avait dans cette tenture du tabernacle. Et ces deux images étaient un lion d'un côté et un aigle de l'autre. Donc Rashi est très précis. Le lion, c'est évidemment le lion de la tradition monarchique biblique, hein, du roi David, et d'un autre côté, vous avez l'aigle qui est celui, non pas cette fois l'aigle de la synagogue, mais l'aigle du monde occidental. Et Rashi, donc, à travers cette expression de ce motif de tissage, nous donne une réflexion sur la notion de pensée, parce que, encore une fois, Choshev, ça veut dire donc tissage, mais ça veut dire également la pensée, hein, même dans l'hébreu moderne. S'il y en a qui n'aiment pas, parce qu'ils me disent l'hébreu moderne, ça ne veut rien dire, ils ont peut-être raison. Mais en tout cas, Choshev, ça veut dire donc penser. C'est-à-dire que dans la tradition biblique, même à la lecture de Rashi, la pensée se mesure à l'aune du tissage entre le particularisme, hein, et l'universel. Vous aurez compris. Alors si je vous dis cela, c'est simplement parce que celui qui a mis au plus haut cette aune, cette particularité, ce tissage entre le particularisme et l'universel, s'il y a un homme qui l'a fait, c'est Maïmonide. Maïmonide est un grand philosophe, il a étudié tous les grands textes de la tradition philosophique grecque, mais c'est aussi un très grand spécialiste des philosophes arabes, et nous allons voir de la médecine arabe, parce que ses maîtres étaient des médecins arabes, donc c'est vraiment intéressant de le savoir, et puis c'est un grand rabbin, puisqu'il a fait un travail qui est gigantesque, celui de faire une synthèse de toute la jurisprudence biblique et talmudique à travers son Mishneh Torah. Donc, nous avons notre introduction par rapport à Maïmonide et ce qu'il représente réellement. Alors, ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse ce soir, c'est la formation médicale de Maïmonide. Où a-t-il été formé?
Maïmonide, on l'a dit, est né à Cordoue le 28 mars 1138, et ce qui correspond à au niveau du calendrier hébraïque au 14 Nissan, c'est-à-dire bientôt, c'est le premier jour de Pessah. Maïmonide donc était à Cordoue, et on est face à un prodige, un génie. Il a été formé probablement par son père au niveau des écrits talmudiques, bibliques, mais il va fréquenter une école scientifique qui a été fondée par un autre génie qui s'appelait Hasdai ibn Shaprut. Hasdai ibn Shaprut va fonder au Xe siècle, c'était un des conseillers, un mécène du pouvoir omeyyade, et il va créer une école qui s'appelle une école scientifique. Hein. Et dans cette école scientifique, c'est une école qui va avoir pour habitude d'étudier tous les grands textes grecs et aussi de les traduire en arabe, puisque c'était la langue commune à l'époque. Donc dans cette école scientifique, il est probable que Maïmonide a rencontré, d'ailleurs on le ressent quand on lit ces grands textes médicaux, ces traités médicaux, il a probablement lu ou entendu parler du grand texte de Dioscoride. Dioscoride est un très grand pharmacologue de l'époque grecque et romaine, et donc son traité de pharmacologie est un traité qui était encore d'actualité jusqu'au XVIe siècle. Maïmonide a probablement compulsé, au sein de cette école scientifique à Cordoue, la pharmacologie, vu ses connaissances importantes dans ce domaine. Alors, vous connaissez l'histoire, Cordoue, ça va être très court. D'ailleurs, je suis toujours un peu surpris de voir qu'à Cordoue, on voit aujourd'hui des hôtels, des rues, des cafés, hein, au nom de Maïmonide. Mais Maïmonide va rester 12 ans à Cordoue. Il va quitter Cordoue très vite. Et pourquoi? Parce qu'en 1948, excusez-moi, ouais, vous voyez, 1148, hein, mais ça vous montre qu'en fait qu'il est proche de nous. Hein. En 1148, donc il n'a même pas 12 ans, il a 10 ans, le pouvoir omeyyade va être conquis par les Almohades, cette secte qui impose un islam rigoriste et qui va demander donc aux Juifs de se convertir à l'islam ou de partir, ou la mort. Hein. Et donc la famille Maïmonide va devoir quitter Cordoue et va errer. Alors ça, c'est assez étonnant parce que dans la biographie de Maïmonide, on a très peu d'informations de 1148 à 1160, c'est-à-dire une douzaine d'années. On ne sait pas ce qu'a fait Maïmonide. En tout cas, on n'a pas des informations très claires sur cette errance de la famille Maïmonide en Andalousie. Donc, certaines informations nous amènent à penser qu'il est parti, que sa famille est partie à Grenade. Et à Grenade, il a probablement fréquenté une grande école de médecine qui était tenue par un très grand médecin qui s'appelait Ibn Zohar. Ibn Zohar, c'est le grand médecin de la médecine arabe, une des plus grandes écoles de médecine de cette époque-là, auteur de très nombreux traités de médecine, un grand expérimentateur, un très très grand médecin, et qui avait parmi ses élèves, deux très grands élèves, d'un côté Averroès, hein, c'était un élève d'Ibn Zohar, et Ibn Bajjah. Ibn Bajjah, c'est intéressant parce que Ibn Bajjah, c'est le médecin qui va suivre le pouvoir almohade et qui va prendre la direction de la faculté de médecine à Fès. Ça va être intéressant de le signaler parce que on va se poser des questions. Pendant ces 12 ans d'errance, comme Maïmonide est passé à Grenade et qu'il cite, il ne nous le donne pas, hein, il faut le savoir, il ne nous donne aucune information, Maïmonide, sur ce qu'il a fait en Andalousie jusqu'en 1160. Mais par contre, on a des informations, quand on lit ces traités de médecine, on s'aperçoit qu'il cite beaucoup Ibn Zohar, ou Aven Zohar, en fonction des appellations latinisées. Ibn Zohar, Aven Zohar, est énormément cité dans ces traités. Donc ça prouve qu'il a probablement une relation particulière avec ce médecin-là. Et on se pose la question, donc on retrouve la trace de Maïmonide en 1160, dans quel endroit? À Fès. Donc il quitte l'Espagne et il se retrouve à Fès. Et la question qu'on se pose, et d'ailleurs tout historien se la pose, et moi je donne une piste de réponse dans mon livre,
c'est de dire, mais comment Maïmonide et sa famille errent, veulent fuir le pouvoir almohade, et ils se retrouvent à Fès, qui est le centre des Almohades. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui fait que Maïmonide part, fuit les Almohades et va à Fès, qui est déjà une autorité, qui est le centre, le fief des Almohades? Et la réponse, c'est qu'en fait, Maïmonide, il est déjà dans une cohérence au niveau de sa formation médicale. C'est-à-dire que si en Espagne, sa formation était plutôt théorique, les informations que l'on a à propos de Maïmonide et de sa formation, c'est que sa formation pratique sur le plan de la médecine, il l'a eue au Maroc, à Fès. Et il n'arrêtera pas de la citer. Il cite régulièrement les malades qu'il a vus à Fès dans ses traités médicaux. Et donc il va aller à Fès. Le choix de Fès ne s'explique que par cette histoire de formation pratique, et peut-être aussi parce que Maïmonide a en très haute estime la communauté juive marocaine. Ce n'est pas parce que je suis un héritier de cette... mais c'est le cas, a priori, parce qu'au sein de cette communauté juive, vous avez un très grand sage qui s'appelait Rabbi Yitzhak El-Fassi, dont Maïmonide considère que c'est un très grand penseur, est un très grand commentateur du Talmud et de la Halacha. Donc, il va à Fès parce qu'il se dit, là au moins, je vais me retrouver. Ça va être quelque chose de très important dans tout son itinéraire. C'est le choix de trouver une communauté dans laquelle, intellectuellement, il va pouvoir s'élever. Ça, c'est très important parce que quand on s'intéresse à Maïmonide, il faut savoir une chose, c'est que chez Maïmonide, la seule chose qui le guide au quotidien, c'est être en contact de gens qui vont l'élever sur le plan de la connaissance et du savoir. Et si au départ, et ça c'est très intéressant, si au départ Maïmonide s'intéresse à la médecine, il n'a pas un objectif précis de pratiquer la médecine. Il ne s'intéresse à la médecine que parce qu'il considère que c'est une connaissance indispensable à quelqu'un qui a envie de s'élever. Alors, s'élever chez Maïmonide, c'est s'élever vers son créateur. Ça peut être pris dans tous les sens, puisque vous savez très bien que quand vous regardez les lettres de l'alphabet hébraïque, la seule lettre qui va au-dessus de l'interligne et qui vous permet de vous élever, c'est la lettre Lamed, qui est le symbole de l'apprentissage, de la connaissance, de l'enseignement. C'est intéressant. Donc, vous voyez, donc, quand vous pensez à Maïmonide, vous pensez à la lettre Lamed. C'est un homme qui n'a fait qu'apprendre, étudier et transmettre. Parce que dans la tradition juive, quand on apprend, c'est pour transmettre. Donc nous sommes à Fès. Qu'est-ce qui se passe à Fès? Donc Maïmonide va être au contact de grands médecins. Et son contact, ça ne va pas être Ibn Bajjah, parce que Ibn Bajjah, il va lui arriver quelque chose de terrible, c'est que malheureusement, il va, et c'était d'ailleurs quelque chose dont les médecins de l'époque avaient très peur, c'est que c'était l'empoisonnement, c'est qu'il risque d'être empoisonné à tout instant. Et donc l'obsession de tous ces médecins, d'ailleurs de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, c'est d'avoir sur eux des antidotes pour être prêts à parer à n'importe quel empoisonnement. Et bon, en tout cas, Ibn Bajjah va mourir d'un empoisonnement, donc son contact à Fès, et celui qui le remplace, ça va être Ibn Tawfil. Ibn Tawfil, ça va être celui qui, à mon avis, sera son contact, parce qu'il le cite également dans tous ses traités, et c'est celui qui prend la succession d'Ibn Bajjah à la tête de, on va dire, la formation médicale à Fès autour de l'université El-Karawin, qui est l'université de référence à l'époque au Moyen-Âge. Donc Ibn Tawfil, a priori, c'est celui qui va inspirer la médecine à Maïmonide. Donc vous voyez que la médecine de Maïmonide, on ne peut pas considérer qu'elle n'est que l'apprentissage d'un savoir juif et talmudique, elle est également le métissage, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'un savoir arabe et d'un savoir grec et romain. Parce que, vous allez voir, Maïmonide a tout compulsé, tout ce qui pouvait être compulsé. Et c'est d'ailleurs la question qu'on se pose, c'est comment un homme qui était dans une précarité absolue a pu compulser autant d'informations
alors qu'il n'y avait pas d'Internet à l'époque, hein, vous imaginez. Il a compulsé tout alors qu'il était en fuite, il n'y avait rien. Et moi, ça me rappelle une anecdote que Gilbert Sinoué raconte à propos d'Avicenne, vous savez, ce grand médecin Avicenne, persan, d'origine persane, mais qu'on présente comme un médecin arabe. Il était dans la rue avec son serviteur, et son serviteur court vers Avicenne et lui dit « Maître, maître, on nous a volé tous nos chameaux avec tous nos manuscrits. » Avicenne lui répond très calmement, lui dit « Mais t'inquiète pas, ce soir, je vais te les redicter. » On est face à des gens qui sont capables qui connaissent tellement, c'est Maïmonide, hein, Maïmonide, Avicenne, ce sont des personnages, ce sont des génies, ce sont des gens qui connaissent tellement tout par cœur, toute l'œuvre de la médecine gréco-romaine, de la philosophie gréco-romaine, d'Al-Farabi, hein, pour Maïmonide, qu'il est capable de la réciter par cœur. On est vraiment face à des génies, et on le sent quand on lit, bien évidemment, le Guide des Égarés, ou le Mishneh Torah, ou ces traités de médecine. C'est l'objet de notre conférence de ce soir. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Fès? Maïmonide va se retrouver pendant 5 ans à Fès à aller assister à des consultations pratiques. Il le raconte bien. On va vous donner quelques exemples. Là, je peux par exemple vous lire dans le traité sur l'asthme, Maïmonide dire « J'ai reçu directement toutes ces prescriptions médicales des anciens du Maghreb. » Quand il dit les anciens du Maghreb, c'est le Maroc. Hein. Car elles ne sont pas mentionnées dans les livres, je les ai notées pour pouvoir les diffuser. Vous vous rendez compte? Donc il l'écrit bien. Il dit « Je l'ai noté uniquement pour diffuser le savoir. » Ou bien encore, dans le même traité, le traité sur l'asthme, « J'ai bien connu au Maghreb un jeune homme vigoureux. » Alors je vous cite, hein, parce que, voilà, au-delà du cas particulier de cette histoire, qui l'a d'ailleurs beaucoup marqué, on en reparlera, qui présentait une fièvre permanente. Le médecin lui pratiqua une saignée le 2e jour de sa maladie, qui entraîna une syncope dès le début du geste. Le médecin ferma immédiatement la plaie de la saignée et prescrivit du sirop de rose et de l'oxymel, c'est un mélange d'eau et de miel, en attendant qu'il reprenne connaissance. Mais le patient mourut dans la nuit. Ce décès engendra de vives discussions. Un des médecins qui fut aussi mon maître, Maïmonide dit, un des médecins, il ne le cite pas, hein, qui fut aussi mon maître, ce qui prouve bien qu'il a eu des maîtres, des médecins au Maroc. Donc là, c'est vraiment très clair, c'est Maïmonide qui l'écrit en personne. D'ailleurs, dans mon livre sur la médecine de Maïmonide, vous entendez beaucoup d'histoires un petit peu invraisemblables, qui ressemblent plus à des légendes, que je n'ai pas voulu répertorier dans mon livre, parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Qu'une personne ait retrouvé la vue, tout ça, ce n'est pas... J'ai voulu me rapporter exactement aux écrits de Maïmonide. Donc toutes ces petites légendes qu'on voit par-ci, par-là, n'ont pas d'intérêt. Nous sommes là pour parler de ces écrits médicaux. Ma seule matière, ça a été ces écrits médicaux. Et donc il dit, un des médecins qui fut aussi mon maître me demanda, donc vous voyez, il l'interroge, on est vraiment face à une formation médicale, me demanda quelle erreur avait été commise par le médecin réalisant la saignée. Vous voyez, donc on voit qu'on est vraiment, on dirait qu'on est dans un staff, hein, et qu'on pose la question à quelqu'un conforme. Je répondis, non maître, vous voulez dire que la réalisation de la saignée fut une faute? Donc il s'interroge, Maïmonide. Mon maître se mit à rire et il me dit, il semblerait que le patient en question était un bon vivant et que les repas riches qu'il effectuait ont engendré l'accumulation d'humeur dans l'estomac. Dans un tel cas, on ne doit pas pratiquer de saignée car ces malades tombent en syncope dès le début du geste. Donc vous voyez, on est vraiment face à quelqu'un qui est en formation et qui ne pratique pas la médecine encore, mais qui est en train de se former. Une formation très pratique. Et là, vous l'avez vraiment, c'est lui qui le répertorie dans le traité sur l'asthme. Alors, cette histoire va beaucoup le marquer. Et on abordera en 3e partie de notre conférence les grands principes de la médecine de Maïmonide. Et il est, on va le voir tout de suite, quelles sont ses grandes inspirations, au-delà de la médecine arabe. Ses grandes inspirations, comme tout médecin au Moyen-Âge, c'est Hippocrate et Galien. Il a tout lu d'Hippocrate, il a tout lu de Galien. Alors là, on est face à quelqu'un qui a tout lu d'Hippocrate et de Galien. C'est énorme, parce que le corpus hippocratique, c'est très très vaste. Hein. Il a non seulement tout lu, que ses premiers traités de médecine, c'est une synthèse. Alors, Maïmonide, c'est un homme qui adore les synthèses, et donc c'est une synthèse de toute l'œuvre d'Hippocrate et de toute l'œuvre de Galien.
Donc vous voyez, donc, pour pouvoir faire une synthèse, il faut tout avoir lu. Et Hippocrate dit, face aux maladies, il faut avoir deux choses à l'esprit, faire du bien ou au moins ne pas faire du mal. Ça peut vous paraître, mais c'est le principe fondamental de la médecine. Quand on prescrit à un patient un traitement, tout traitement a obligatoirement des effets indésirables. On le sait. Mais quand on décide de donner le traitement, c'est qu'on considère que les effets positifs du traitement sont très très au-dessus du risque des effets indésirables. Si c'est le cas contraire, il vaut mieux ne rien faire. Et ça, Maïmonide l'a compris, à travers cette image de cette personne à qui on fait une saignée, qui est à l'époque, on va dire, c'est le traitement de tout, la saignée, hein, au Moyen-Âge, et même à l'époque du Talmud, hein, et même jusqu'au XVIIe siècle. La saignée, c'était... On a tué beaucoup de gens grâce aux saignées, hein. On ne les a pas soignés, hein. Ça c'est triste à dire, mais par exemple Broussais, le légendaire Broussais, son traitement, vous alliez le voir pour n'importe quoi, c'était une saignée. Vous en sortez avec votre saignée. Bon, on ne va pas rentrer là-dessus, mais en tout cas, Maïmonide a été marqué par ces histoires avec les risques des effets des traitements, et un de ses principes, ça va être la graduation des traitements, c'est-à-dire que on ne donne jamais un traitement sans avoir envisagé d'abord quelque chose de très très léger au départ. Et on agit progressivement jusqu'à donner le bon traitement, mais sans jamais commencer par un traitement très fort dès le début. Hein. Parce qu'on voit des gens qui vous disent ça, mais docteur, donnez-moi l'antibiotique le plus puissant. Mais attendez, vous n'avez pas grand-chose. Non, 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 mais ça va m'arranger. Donc ça, c'est pas du tout dans l'esprit de Maïmonide. Pardon ? Je ne sais pas, quelqu'un a posé une question ? Non ? Alors, je continue. Alors, Maïmonide va l'écrire, hein, dans son traité. Il dira « Tout l'art médical consiste à laisser la nature rétablir les choses et toujours commencer par envisager la médication la plus douce. » Tabia en arabe, ou teva en hébreu qui veut dire la nature, c'est en quelque sorte, selon lui, les forces qui gouvernent le corps. Il faut laisser la nature réparer les choses quand elle peut le faire. Vous voyez, ça c'est très important parce qu'on le revoit très souvent dans ces traités. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Fès? Parce que sa formation médicale, malheureusement, va être très rapide, 5 années, mais au bout de 5 ans, parce qu'il ne faut pas oublier le problème politique, parce que Maïmonide était quelqu'un, d'ailleurs il le dira, je crois que c'est dans Épître aux Yémen, où il dit qu'il n'a jamais passé à cette époque-là, que ce soit en Andalousie ou au Maroc, une nuit paisible. Il n'était jamais serein. C'est quelqu'un qui est en permanence, qui se dit mais on va nous tuer. Donc mais c'est quelqu'un qui est toujours profondément, qui croit à une forme d'espérance. Et ça, il le dit dans tous ses traités. Ou même dans ses épîtres aux Yémen, il a une espérance, il croit que la providence ne le laissera pas tomber. Mais c'est vrai qu'il dit, c'est dur. Et il a raison parce que va se passer quelque chose de terrible. Le maître de la communauté juive de Fès, Rabbi Yehuda Cohen Ibn Shushan, va être malheureusement tué sur la place publique parce qu'il a continué à enseigner alors que c'était interdit selon le pouvoir almohade. Et ça va être le signal de départ pour Maïmonide. Maïmonide va quitter immédiatement le Maroc. Quelques jours après, il embarque pour une destination qui va être, entre guillemets, la Terre Sainte, hein, Israël, et il va se retrouver donc en Terre Sainte, mais il ne va pas rester longtemps, puisque au bout de quelques mois, il va trouver sa destination définitive, qui est l'Égypte et le vieux Caire, Fostat. Mais j'ai eu une journaliste qui m'a interviewé et qui m'a dit tout récemment, par rapport à mon livre, et qui me disait « Mais pourquoi Maïmonide n'est pas resté en Israël ?» C'est étonnant, pourquoi? Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque où Maïmonide arrive en Israël, on est en 1165, vous voyez que je ne me suis pas trompé cette fois-ci, on est en 1165 et Maïmonide est en Terre Sainte dans une ambiance où, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où il n'y a pas d'émulation intellectuelle. Il n'y a pas énormément d'yeshivot. Toutes les grandes autorités
spirituels du peuple juif sont en exil à Bagdad. Et d'ailleurs, Maïmonide, ça ne sera pas un esprit qui va accepter d'ailleurs l'autorité de l'exilarque, c'est quelqu'un qui va avoir des débats très houleux avec les grandes autorités babyloniennes de son époque. En tout cas, il ne reste pas en Terre Sainte et arrive à ce moment-là à Fostat, et c'est à Fostat où va commencer sa nouvelle vie, dans un climat qui va être un climat un peu plus serein, puisqu'il va être assez proche du pouvoir qui dirige l'Égypte à cette époque-là. Mais vous voyez que malgré tout, alors je ne suis pas rentré dans tous les drames qui ont touché sa vie, mais en 1173, chez Maïmonide, dans la famille chez les Maïmonides, il y a d'un côté Moïse qui est étudié, et de l'autre côté David, son frère, qui fait du commerce de pierres précieuses, et qui, grâce à cela, permet de faire vivre toute la famille. Donc les rôles sont parfaitement répartis, l'un étudie, et l'autre fait le commerce des pierres précieuses. Mais en 1173, un drame va se produire, le jeune frère de Maïmonide, David, va périr dans un naufrage dans l'océan Indien, et ça va être un vrai drame pour Maïmonide. C'est un tel drame qu'il raconte lui-même que pendant 1 an, il n'a pas pu sortir de son lit. Et il écrira une lettre dans laquelle il raconte ce terrible épisode de sa vie qui le marque à tout jamais. Parce que, vous le verrez au fur et à mesure de la présentation de ses traités médicaux, il va écrire des traités médicaux pour des monarques égyptiens à propos de la mélancolie, de la dépression, et il en parle avec tellement de justesse qu'on sent qu'il a lui-même été touché par la mélancolie, par la dépression. Et je vais vous lire quelques phrases de cette lettre qu'il écrit à propos de cet épisode. Ça va vous faire prendre conscience d'abord de la finesse de Maïmonide, mais aussi de cette dépression qui va le toucher. Il raconte donc le coup le plus terrible qui me frappa, le coup qui me causa le plus de peine que tout ce que j'avais déjà vécu dans ma vie, donc vous imaginez tout ce qu'il avait déjà vécu, ce fut la mort de l'homme le plus parfait, le plus juste, qui fit naufrage pendant qu'il traversait l'océan Indien. Pendant près d'1 an, après que j'eus reçu la mauvaise nouvelle, je restais alité, malade, luttant contre la fièvre et le désespoir. Et regardez cette lettre, il l'écrit 8 ans après. Donc on est en 1181. Qu'est-ce qui pourrait... Il dit 8 ans se sont écoulés depuis, et je suis toujours en deuil, car il n'y a pas de consolation. Donc vous imaginez les liens qu'il avait avec son frère. Qu'est-ce qui pourrait me consoler? Il a grandi sur mes genoux. Il fut mon frère, mon élève. Il s'engagea dans les affaires et gagnait de l'argent afin que je puisse rester chez moi et poursuivre mes études. Il était un érudit en Talmud et en Bible, si Maïmonide le dit. De surcroît, un grammairien accompli. Vous savez que la tradition des juifs séfarades, des érudits espagnols, c'est la grammaire. C'est Shlomo Ibn Gabirol, Yehuda Levi, ce sont des très grands grammairiens. Chaque fois, ma seule joie était de le voir. À présent, ma joie s'est transformée en obscurité. Il est parti pour son éternelle demeure et m'a laissé prostré en une terre étrangère. Chaque fois que je retrouve son écriture ou un de ses livres, mon cœur se trouve sur le point de défaillir et mon chagrin se réveille. Alors là, il répète les propos c'est très classique dans la tradition rabbinique, c'est de reprendre des propos de la Bible. Il dit « Je descendrai dans la tombe pour porter son deuil ». Il reprend les propos de Jacob qui a appris a priori la disparition de son fils Joseph. Et regardez ce qu'il va dire, et ça c'est très important, c'est à ça que je voulais en venir. « Si l'étude de la Torah, mon délice, ne me vivifiait pas, si l'étude de la philosophie ne me détournait pas de mon chagrin, j'aurais succombé à mon affliction. » Donc vous êtes là face à quelqu'un qui va vous dire que ce qui lui a permis de survivre par rapport à cette mélancolie, par rapport à cette dépression, c'est une véritable bibliothérapie, c'est-à-dire une étude des textes non seulement de la Torah, mais de la philosophie, qui sont pour Maïmonide des choses qu'on ne peut pas dissocier. Un des principes de Maïmonide, c'est l'homme unifié. L'homme ne doit jamais être dissocié.
à l'image d'ailleurs de la tradition juive, où l'homme est un, corps et esprit, nous y viendrons. Mais donc, Maïmonide n'envisage pas l'ensemble de ces facettes qui le représentent, qui le symbolisent, comme quelque chose de dissocié. On ne peut pas dissocier le philosophe, le médecin ou le talmudiste, tout est exactement la même chose, la même cohérence. Ça va être quasiment comme une démonstration mathématique. Dans le Guide des égarés, si vous avez le temps, commencez à lire quelques passages, mais on pourra en lire quelques-uns. Dans le Guide des égarés, il explique en fait que, à propos de la théorie de la prophétie, que le plus parfait des prophètes, c'est Moïse. C'est toute sa réflexion, c'est la perfection, tout ce qu'on peut imaginer comme perfection à travers une personne, c'est Moïse. Et c'est parce qu'il était le plus parfait des prophètes que Moïse a pu être celui qui a élaboré la loi. C'est-à-dire que vous voyez donc le lien entre la réflexion philosophique de Maïmonide et le lien entre la réflexion sur le plan de sa vision de la loi. Donc, le plus parfait des poètes permet l'élaboration de la loi, mais pour pouvoir appliquer cette loi, d'ailleurs lui-même le dit, c'est intéressant, il dit, qu'est-ce que c'est? Le but des commandements, chapitre 27, troisième partie du Guide des égarés, le but des commandements, la santé du corps et de l'esprit. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, sur les 613 commandements, vous en avez 200, plus de 200, qui concernent l'hygiène du corps et de la santé. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que Maïmonide ne voit pas l'élaboration de la loi en elle-même, c'est le but, c'est la santé du corps, mais on peut voir dans l'autre sens, c'est-à-dire que Maïmonide considère que si vous voulez être en bonne santé, il faut appliquer la loi. Mais pour pouvoir appliquer la loi, il faut être en bonne santé. Donc vous n'avez pas le choix. Nous avons fait le lien avec sa vision médicale. Vous voyez? Donc on est parti de la philosophie pour arriver à la loi et on arrive à la médecine. Donc on est vraiment face aux mêmes facettes d'un personnage qui voit les choses de manière unifiée. Alors, on va parler de l'exercice de la médecine selon Maïmonide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vous ai raconté cette histoire. Je vois qu'il y en a un qui dort, c'est bien, ça prouve que je... Ah, non, excusez-moi, hein, non, je voulais juste comme ça. Alors, mais je vais peut-être abréger, hein, si ça ne vous intéresse pas. Hein. Non, je plaisante. Alors, c'est mon air taquin de professeur à l'université René Descartes, j'adore faire ça. Alors donc... Maïmonide va se retrouver, il est donc maintenant confronté à un dilemme, il n'a plus d'argent, il faut faire vivre sa famille, il faut faire vivre la veuve de son frère, les enfants, il faut qu'il trouve un métier. Et Maïmonide a une obsession, et il le raconte dans tous ses traités, son obsession c'est de ne pas dépendre de la communauté juive. Il est rabbin, mais il ne veut pas être salarié de la communauté. Ça c'est quelque chose qu'il expliquera à son élève, à qui d'ailleurs il dédie le livre, hein, Yosef, excusez-moi, son élève, Yehuda, hein, Yosef ben Yehuda, et il expliquera en fait qu'il ne faudra jamais dépendre de la communauté, donc il ne veut pas, d'ailleurs la communauté lui propose, est-ce que, tu as le droit de dormir, hein, si, non je plaisante, hein. Alors, Yosef ben Yehuda, et donc Maïmonide va expliquer, à aucun moment, il faudra que tu dépendes de la communauté. Il faut que tu aies un métier. Et donc, le métier que va choisir Maïmonide, ça va être celui d'exercer la médecine. Et il va exercer la médecine, et vous allez voir comment il va l'exercer, parce que c'est impressionnant. Quand on imagine son agenda et son programme au quotidien, on se dit, mais à quel moment Maïmonide a étudié? Vous voyez ou pas? Alors, on a une chance, c'est qu'on a une lettre qui est datée de 1199, qui est une lettre qu'il adresse
à un de ses traducteurs qui s'appelle Shmuel Ibn Tibbon. Shmuel Ibn Tibbon, c'est un Français, hein, c'est quelqu'un qui vit à Lunel, qui est le fils d'un très grand traducteur qui s'appelle Yehuda Ibn Tibbon. Yehuda Ibn Tibbon, si vous allez à Grenade, il y a une belle statue qui représente Yehuda Ibn Tibbon. Ce sont ces gens-là, ce sont les Tibbonides, hein, on les appelle les Tibbonides, ce sont ces gens qui ont permis, grâce à leur traduction, de permettre au XIIIe siècle la formation de la première faculté de médecine en France, qui est celle de Montpellier. On le doit à ces grands traducteurs qui ont permis de traduire les grands textes de la philosophie et de la médecine arabe en hébreu, ou de la philosophie grecque en hébreu. Donc tous ces textes en hébreu vont être ensuite traduits en latin. Donc vous voyez, toute cette œuvre des traducteurs est très importante. Alors, l'exercice de la médecine au quotidien selon Maïmonide, il va le raconter, je vous le lis, je ne sais pas si quelqu'un l'a lu, c'est très intéressant, donc ça vous permet de voir qu'est-ce qu'il faisait. Maïmonide explique, je séjourne à Fostat dans la périphérie du Caire, donc il est médecin, d'ailleurs du sultan, hein, du sultan, d'ailleurs de la famille, hein, de tous les proches de Saladin, et il dit, tandis que le sultan se tient au Caire à environ 2 km. Alors le sultan dont il évoque, c'est El-Afdil. El-Afdil, c'est, on va dire, le monarque absolu au Caire, qui est un proche de Saladin, et qui va être le protecteur de Maïmonide. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour Maïmonide, et Maïmonide en a énormément. D'ailleurs, il va lui dédier un traité de médecine, le traité des poisons. Il sera dédié à El-Afdil. Donc, c'est quelqu'un dont Maïmonide a une très grande estime. Et d'ailleurs, je vous citerai des passages où il parle de lui avec beaucoup de considération. Donc, Maïmonide explique « J'ai de très lourdes obligations envers le sultan. Je dois lui rendre visite dès que le jour se lève. S'il se trouve affaibli, ou un de ses enfants, ou une de ses concubines, je ne peux alors songer à quitter le Caire, ou durant la plus grande partie de la journée, je demeurerai dans le palais royal. » Donc, vous voyez, il est obligé de rester pour s'occuper donc de la famille royale. Ainsi, j'ai presque toujours quelques dignitaires à soigner. Tout cela pour te dire, donc là, il s'adresse à son traducteur, à Shmuel Ibn Tibbon, il lui dit, tout cela pour te dire que je me rends chaque jour dès l'aube au Caire, et je ne puis revenir que tard dans l'après-midi à Fostat. Lorsque j'y arrive affamé, donc il arrive à Fostat à fin d'après-midi, il pense qu'il va pouvoir se reposer, pas du tout, regardez ce qui se passe, je constate que mes antichambres sont pleines de monde, juifs, non-juifs, juges, fonctionnaires, amis, ennemis, une société hétéroclite m'attend avec impatience. Il est là, il se dit, bon, je vais me reposer, j'ai passé ma journée à soigner l'entourage du sultan, maintenant il va falloir travailler. Donc il arrive, il dit, je descends de mon cheval. Regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Je me lave les mains et c'est alors que je vais vers cette foule de malades. Vous vous rendez compte? Il a passé déjà sa journée à soigner l'ensemble de l'entourage du sultan. Et maintenant, il arrive, il y a une foule de malades qui l'attend. Mais par contre, regardez, Maïmonide est très brillant. C'est une habitude qu'on n'a pas à cette époque. Hein, vous le savez, il va se laver les mains avant d'aller les consulter. C'est étonnant comme précision de la part de Maïmonide au XIIe siècle. C'est intéressant parce que, si vous connaissez l'histoire, il y a un grand médecin qui s'appelait Semmelweis. Hein, Semmelweis, la particularité de Semmelweis, on est au XIXe siècle, hein, on n'est pas au XIIe. Semmelweis, c'est un gynécologue à Vienne. Il va remarquer qu'il y avait pas mal de morts au sein de la maternité de Vienne, de l'hôpital où il travaille, et qui mouraient d'une maladie qu'on appelle la fièvre puerpérale. Et il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles meurent, ces femmes, en plein accouchement? Qu'est-ce qui se passe? Il va comprendre qu'en fait, que les médecins qui font les autopsies des femmes qui sont mortes en couche, ce sont les mêmes qui vont ensuite faire les accouchements. Et il va aller voir Semmelweis. On est en 1846, hein, quelques années avant Pasteur. Hein. Il va leur dire, écoutez, soyez gentils, vous allez, à partir de maintenant, c'est le responsable du service, il peut leur donner quand même quelques instructions. Vous allez simplement vous laver les mains entre le moment où vous allez faire les autopsies et le moment où vous rentrez dans les salles de travail. Lavez-vous les mains, c'est la seule remarque de la part de Semmelweis. Vous savez ce qu'on lui a dit? On lui a dit, tu es un fou, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, il a fini dans un asile psychiatrique, il est mort fou. Donc, c'est pour vous dire, donc, c'est un génie, il avait vu, lui, qu'il fallait se laver les mains avant d'aller examiner un patient. Ben,
Regardez cette remarque qui, comme ça, est anodine, parce que quand on la lit avec notre connaissance actuelle, on se dit, bon, ouais, il se lave les mains avant de voir ses malades. Mais on est au XIIe siècle, donc c'est quand même intéressant. Alors, ce petit aparté sur Semmelweis me permet de vous expliquer l'œuvre médicale de Maïmonide. L'œuvre médicale de Maïmonide, à ceux qui disent sa philosophie est plus importante, son Mishneh Torah c'est très important, oui bien sûr, on est entre rabbins, donc on va dire qu'il est important, on est dans un centre communautaire. Mais son œuvre médicale, c'est 10 traités médicaux. 10 traités médicaux. 2 catégories dans les traités médicaux de Maïmonide. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de ce soir. Vous avez un premier traité qui s'appelle les extraits de Galien. Donc il a considéré que pour être médecin, il fallait absolument connaître l'ensemble de l'œuvre de Galien. D'ailleurs, il a une très grande estime pour Galien, qui cite nommément à plusieurs reprises. Galien. Mais ce qui est intéressant, c'est que si toute l'œuvre médicale de Maïmonide a été écrite en arabe, hein, d'ailleurs quasiment tout a été écrit en arabe, hein, vous le savez ça, hein, sauf le Mishneh Torah qui a été écrit en hébreu, et le Guide des égarés qui a été écrit en arabe, mais avec une particularité, avec des lettres hébraïques, pour laisser certains arabes qui ne parlaient pas l'hébreu ne pas le comprendre. Parce que vous avez beaucoup de théories sur le Guide des égarés qui estiment que c'est un traité qui développe beaucoup de choses de manière voilée. Donc, mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que 2 traités médicaux ont été écrits en arabe, mais avec des lettres hébraïques et non pas en arabe. C'est le guide sur Galien, les extraits de Galien, et son livre sur Hippocrate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon avis, ces guides avaient pour objet, en tout cas avaient pour public, probablement des jeunes juifs qui s'intéressaient à la médecine et qui voulaient en savoir un peu plus sur la formation médicale. Et donc, ce n'étaient pas des livres qui étaient destinés à un public arabe, mais à un public juif. Donc ça, c'est intéressant de le rappeler. La grande œuvre de Maïmonide, c'est un livre qui s'appelle Pirkei Moshe. Pirkei Moshe, c'est un livre qui va regrouper, vous savez qu'à l'époque, c'était comme Hippocrate, hein, ce sont une série d'aphorismes, plein d'aphorismes qui se succèdent, et le Pirkei Moshe, ou aphorismes médicaux de Moïse, est composé de 1500 aphorismes. 1500 aphorismes, c'est énorme. Il rédige cette œuvre entre 1187 et 1190. D'accord? Ce qui est intéressant de signaler, c'est que, et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre en termes de chronologie, c'est pour ça que j'ai pris du temps à vous raconter un peu cette chronologie, c'est que toute l'œuvre médicale purement rabbinique de Maïmonide a été écrite avant son œuvre médicale. Son commentaire de la Mishnah, son Mishneh Torah a été écrit exactement avant la plupart de ses traités médicaux. C'est-à-dire que quand il écrit son Pirkei Moshe, il a déjà compulsé l'ensemble du Talmud. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il a bien sûr été inspiré par Galien, Hippocrate et par toute la médecine arabe, mais toute sa formation médicale, puisque j'ai consacré d'ailleurs un livre à cela, la médecine du Talmud, il y a énormément d'informations médicales dans le Talmud, et ça, Maïmonide, même s'il ne le signale pas, parce que Maïmonide est quelqu'un, encore que dans ses traités médicaux, il cite ses références, mais c'est ce qu'on lui a reproché à propos de son Mishneh Torah, Maïmonide n'aime pas donner les sources scripturaires. Alors je n'aurai pas le temps de vous lire pourquoi il explique, parce qu'il estime que donner les sources scripturaires de ces informations, c'est rendre complexe un texte, et Maïmonide veut simplifier au maximum, parce qu'il estime que ce n'est pas évident, que la vie trépidante que l'on a ne nous permet pas de pouvoir nous intéresser à des textes trop complexes. Il estimait que, voilà, si on était capable de lire son Mishneh Torah, d'ailleurs c'est écrit dans un style assez clair, simple, c'est parce qu'il estimait qu'il fallait au maximum simplifier les choses. Alors, on continue juste par rapport à son œuvre médicale. Vous n'êtes pas trop fatigué? On en a encore pour 1 heure, donc ça va. Alors,
Alors on pensait que l'œuvre médicale, on connaissait tout de l'œuvre médicale de Maïmonide, mais en 1932, je dis bien en 1932, on découvre un manuscrit de Maïmonide qu'on ne connaissait pas. Hein? Pardon? Vous avez une remarque? Non? En 1932, on découvre un manuscrit qu'on ne connaissait pas. On la découvre à Istanbul, à la bibliothèque Hagia Sophia. C'est un orientaliste allemand qui va découvrir ce manuscrit, qui était classé dans les manuscrits de la médecine arabe. Et on découvre en fait un livre passionnant, c'est qu'on a appelé le glossaire de matière médicale ou des noms des médicaments, le glossaire des noms des médicaments. Et ce manuscrit, en fait, contient l'ensemble de la pharmacopée de Maïmonide. Donc c'est un livre de Maïmonide qu'on ne connaissait pas. Alors est-ce qu'il l'a écrit dans un but qu'il soit diffusé, ou parce que Maïmonide est obsessionnellement veut à chaque fois synthétiser toutes ces informations. Donc c'est toute sa pharmacopée. C'est peut-être un guide qui s'est fait pour lui-même, comme ça il l'a sur lui. Ça lui permet de résumer un peu toute la pharmacologie, la pharmacopée de son époque. Et donc on sait exactement comment soigner Maïmonide. Je me suis amusé à vous le traduire. D'ailleurs on a une traduction, mais que je trouvais moins intéressante, d'ailleurs que je n'ai pas réellement découverte, qui a été faite par un Allemand, un ophtalmologue allemand en 1940. Donc quand il l'a publié, on avait d'autres choses à nous intéresser qu'au glossaire des matières médicales de Maïmonide. Mais en tout cas, donc, voilà, donc, il y a 404 principes actifs qui sont, je vous assure, quand je les ai lus et quand je les donne dans mon livre, ces 404 principes actifs sont des principes très intéressants parce que au jour d'aujourd'hui, on continue à les utiliser, ce qui prouve qu'au XIIe siècle, on avait quand même déjà, on a du recul, notamment en matière de phytothérapie. Alors ça, c'est pour les traités de médecine de Maïmonide. Donc vous avez vu, on a quasiment déjà vu une partie des traités. Alors, deuxième catégorie de traités de médecine à l'époque, on fait des traités de médecine à la demande de personnalités importantes. Donc quand un monarque a une maladie, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un grand médecin et il lui dit ben, faites-moi un traité. C'est génial. Donc vous avez le traité fait par le grand médecin comme une sorte de consultation. Et ce qui est intéressant, et d'ailleurs Maïmonide l'explique bien, c'est que quand ces grands monarques lui demandent un traité, parfois il n'a même pas examiné. C'est-à-dire qu'il est face à un dilemme, Maïmonide. D'ailleurs c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui demander de faire un traité par exemple sur l'asthme, mais le patient en question, il ne l'a pas examiné. Donc il ne pourra pas lui donner des conseils précis sur sa maladie, donc va être obligé de faire un catalogue de ce que l'on peut proposer à son époque sur l'asthme. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est un traité passionnant, le traité sur l'asthme. C'est un des traités que j'ai le plus développé. Alors, vous avez un traité sur les hémorroïdes. Vous voyez, donc même au XIIe siècle, c'est un problème. Vous avez un traité sur l'asthme. Vous avez un traité sur les relations sexuelles. Donc, vous voyez, le problème du neveu de Saladin, c'est qu'il a une baisse de ses capacités sexuelles, et qui va voir? Maïmonide, pour lui trouver des solutions. Maïmonide, il a un gros problème avec la sexualité, et il va le voir. Donc vous verrez que ça c'est intéressant, parce que les recommandations sur la sexualité de Maïmonide, dans son Mishneh Torah ou dans son Guide des égarés, n'ont rien à voir avec ce qu'il recommande dans son traité sur la sexualité, mais bon, on sent qu'il est un peu gêné. Mais bon, il est obligé, hein, on fait des ménages à toutes les époques. Hein, donc, alors, pardon ? Alors, c'est une très très belle question. C'est un gros problème pour Maïmonide, parce que Maïmonide a un problème face à ces demandes de la part de ces grands monarques, c'est que pour certains, il ne les a pas examinés. Donc, donner des recommandations médicales à quelqu'un que vous n'avez pas examiné, franchement, c'est compliqué pour un médecin. Donc, de toute façon, à l'époque, vous savez, la plupart des recommandations, ce sont avant tout des recommandations, on va dire, sur le plan de l'hygiène de vie. Donc Maïmonide est un passionné de l'hygiène de vie. D'ailleurs, je lisais, c'est drôle, comme avec Internet, maintenant on peut être en contact avec plein de médecins, même de l'autre côté de la planète. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de David Agus.
David Agus, c'est le médecin de Steve Jobs. C'est donc quelqu'un qui est très lié à l'intelligence artificielle. Et on a un point commun entre lui et moi. J'ai mis un tweet d'ailleurs sur Twitter, vous voyez que je suis très connecté. Et David Agus, que je ne connaissais pas, ça a été notre point de contact, parce qu'on a dit on a un point commun, on adore Maïmonide et on adore l'intelligence artificielle. Et ça a été d'ailleurs notre point de départ, ça a été Maïmonide, c'est drôle quand même. Et David Agus a dit qu'à propos donc, de l'œuvre de Maïmonide, Maïmonide est un passionné de savoir, à travers l'hygiène de vie, connaître son état, comprendre son état, c'est à travers différentes constantes. Et l'intelligence artificielle, tout ce que l'on a comme gadget aujourd'hui, avec votre iPhone, vous pouvez avoir votre pression artérielle, vous pouvez avoir même un électrocardiogramme, vous pouvez avoir un pouls, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. D'ailleurs, il faut faire attention parce que vous ne savez pas qui ça pose des problèmes d'éthique. Donc vous les avez, vous les notez. Hein. Moi, je prends tous les jours mon pouls, c'est intéressant, mais je ne sais pas qui va les lire dans quelques années. Ils sauront tout mon cycle, mon rythme cardiaque. En ce moment, peut-être qu'il est un peu élevé, donc ils vont se dire mais pourquoi? Donc vous voyez, donc on est vraiment, on est face à quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut tout savoir sur les constantes. Et justement, David Agus dit qu'à travers toute cette information que l'on a, on est vraiment, Maïmonide aurait été ravi parce que ça lui aurait permis de mieux connaître un individu. Donc après, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Mais vous avez raison, cette question par rapport à... il ne lui demande pas de choisir. Et c'est d'ailleurs le gros problème, et j'adore, il y a un passage dans mon livre que j'ai appelé « Le patient égaré », comme à l'image du guide des égarés. Et d'ailleurs, bon, les gens disent guide des perplexes. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat perplexe, égaré. Moi, j'en reste, je vais vous dire, par rapport à cette histoire, parce que je trouve que c'est très à la mode de dire oh, perplexe, c'est mieux, c'est plus intéressant. Maïmonide, pardon. Alors, Nevuchim, c'est quoi? Ah oui, et c'est basé, je suis d'accord. Alors, Nevuchim, c'est basé sur un texte de la Torah. Nevuchim, ça veut dire égaré. Le peuple a été égaré dans le désert. Ils n'étaient pas perplexes dans le désert, ils étaient égarés. Donc, si vous vous basez... D'ailleurs, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, on ne va pas rentrer dans le débat. Si vous vous basez, d'ailleurs, je pense que vous faites une erreur, parce que vous vous basez sur la traduction en hébreu. Si vous vous basez sur la traduction en hébreu, Nevuchim veut dire plus égaré que perplexe. Si vous vous basez sur la traduction en arabe, Dalalet al-Khayrin, là, vous êtes beaucoup plus face à un perplexe. Mais Maïmonide a adopté la traduction de Shmuel ibn Tibon, c'est-à-dire qu'il a totalement avalisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Shmuel ibn Tibon, il lui a dit « moi, je vais appeler ça Moré Nevuchim », Maïmonide l'a avalisé. Donc, si vous voulez être peut-être dans l'esprit maïmonidien, bon, de toute façon, c'est un débat, c'est pas grave. Le guide, tout le monde dit guide des égarés, on peut dire guide des perplexes, c'est pas grave, on va pas rentrer dans ce débat, c'est pas l'objet de notre conférence de ce soir. Mais en tout cas, sachez que j'ai appelé, moi, ça, mon passage, le patient égaré, qui, à mon avis, et représente beaucoup plus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Maïmonide a remarqué en Égypte, et c'est pour répondre à votre question, Maïmonide a remarqué en Égypte que les patients, d'ailleurs c'est un problème que l'on rencontre encore aujourd'hui, les patients vont consulter, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon médical, le nomadisme médical. C'est-à-dire que les patients vont voir plusieurs médecins, et après c'est eux qui font le tri. Hein, vous êtes d'accord? Et Maïmonide, il est génial parce que je me suis amusé à lire ça, parce que je suis également membre du Conseil de l'Ordre, et je suis juge. Et j'ai lu ça au cours d'une audience, entre deux affaires, à mes collègues du Conseil. Je leur ai dit, tenez, regardez ce que pense un médecin, sans leur dire le siècle, du nomadisme médical, qu'est-ce qu'il pensait? Alors attendez, il faut que je trouve le passage, parce que voilà, le patient égaré. Regardez Maïmonide ce qu'il dit. J'ai souvent constaté en Égypte, aussi bien chez des personnalités que chez des gens du peuple, qu'ils ont rarement un médecin attitré qui soigne un malade du début à la fin. Il est bien plus fréquent de les voir se rendre d'un médecin à l'autre. Il y a même des personnes riches qui se font soigner par 10 médecins différents pour la même maladie, sans qu'ils sachent quoi que ce soit l'un de l'autre. C'est intéressant. Hein? Ouais, exactement. On sent que vous êtes médecin, vous. Voilà. Alors regardez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le malade trompera son médecin en affirmant qu'il suit ses prescriptions. Il prendra pourtant l'opinion de chacun de ses médecins
et il décidera, c'est le malade qui décide, hein, et il décidera et choisira parmi tous ses avis celui qui lui semble le plus adapté. Maïmonide, hein. Cette façon de faire est nuisible. Alors regardez la mécanique talmudique de Maïmonide, la logique maïmonidienne sur cela. Cette façon de faire est nuisible. Le premier égaré est bien le malade lui-même, car il est incapable de savoir lequel des médecins a raison. S'il a décidé de suivre l'avis d'un des médecins, il restera inquiet en croyant que c'est peut-être un autre des médecins qui avait raison. Le deuxième préjudice, donc deuxième préjudice, concerne le médecin lui-même, qui sera induit en erreur. En effet, s'il est seul à soigner un malade du début à la fin, il pourra persister dans ses prescriptions en cas de succès, où il adaptera son traitement en fonction de l'évolution des troubles. Le troisième préjudice concerne tous les médecins consultés, car chacun d'eux parlant mal de son confrère, j'adore, j'ai l'impression de dire « hein ?» Ah oui, car chacun parlant mal de ses confrères, regardez, au XIIe siècle, donc on fait le même métier, hein, où j'en étais, en lui reprochant les échecs du traitement. Enfin, le quatrième préjudice réside dans la négligence du médecin et dans la paresse de sa pensée, car s'appuyant sur les autres, il ne cherchera même pas à agir selon ses propres convictions, car il sait pertinemment qu'on ne se basera pas sur ses seules recommandations et prescriptions. Voilà. Je vous dis, il a tout compris du nomadisme médical. Regardez l'intelligence. En tout cas, on peut dire qu'on fait le même métier au XIIe siècle où aujourd'hui, la consultation n'a pas évolué. Alors, donc c'est le patient égaré ou le patient perplexe, pour vous faire plaisir, monsieur. Alors, oui ? Non, attendez. Non, je ne veux pas qu'on sorte avec une mauvaise. Je dis simplement que, voilà, Maïmonide considère que pour donner un avis médical concernant un patient, il est indispensable de l'avoir examiné, de l'avoir interrogé. C'est vraiment l'objet d'une consultation, d'un interrogatoire, comme on peut l'imaginer aujourd'hui, ou comme on l'a toujours imaginé quand on fait de la médecine sérieusement. Mais le problème, c'est que quand vous avez un monarque qui habite à des milliers de contrées et qu'il estime qu'il veut juste avoir un avis, mais qu'il n'a même pas envie de se déplacer, si vous voulez, Maïmonide, il ne va pas lui dire « venez me voir ». Il ne veut pas venir, il ne se déplace pas. Il est juste obligé d'écrire un texte. Il a des informations, des témoignages de ses sbires, entre guillemets, parce que, par exemple, dans le traité sur l'asthme, il explique, voilà, vous m'avez fait... j'ai entendu dire que vous souffrez, que vous avez des douleurs quand vous mettez votre turban sur la tête. Donc, il ne l'a pas examiné. Donc, il est obligé de se baser sur ce qu'on lui dit, sur les informations des conseillers. Ce sont des très grandes personnalités. Peut-être même qu'ils n'ont même pas envie de se déplacer. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc, et Maïmonide, ne se déplaçant pas lui aussi, peut-être qu'ils ne lui ont même pas proposé. Il est mal à l'aise. D'ailleurs, sur ces traités où il n'a pas examiné les patients, lui-même est mal à l'aise parce qu'il n'est pas en mesure de donner des recommandations précises. D'ailleurs, il ne se mouille pas. Il donne des recommandations générales. C'est assez intéressant que, par exemple, sur un traité sur l'asthme, il va donner que des recommandations quasiment générales sur l'hygiène de vie, sur la maladie. Il ne va pas aller précisément dans le détail des recommandations. Donc, soyons clairs, Maïmonide considère qu'il faut examiner les malades avant, bien évidemment, de les soigner. Donc, on va avancer parce qu'après, on posera des questions, parce que sinon, je ne vais pas aller jusqu'au bout et vous allez dire, mais on n'a pas du tout vu la médecine de Maïmonide. Alors, donc, parmi donc, les traités, on a dit donc, traité sur les relations sexuelles, le traité sur l'asthme, traité des poisons et antidotes. Donc, je vous ai légèrement abordé tout à l'heure en vous disant que Al-Fadil, son protecteur, qui était très préoccupé par la santé des Égyptiens à son époque, voulait que Maïmonide fasse un traité qui permette aux gens qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les hôpitaux, rencontrer un médecin, puissent savoir quoi faire s'ils sont piqués par un insecte dangereux, par un serpent, mordu par un serpent. Donc, donner des recommandations, on est vraiment dans de la santé publique, quoi faire pour essayer d'aider la population à prendre les bonnes mesures face à ce type de danger. Donc ça, c'est le traité des poisons et antidotes. Alors, je vais aller vite parce que
j'aurais tellement envie de vous développer, mais c'est vrai qu'il a raison, Franklin Roski, on pourrait quasiment faire un cours sur chaque traité. Mais voilà. Oh, ben écoutez, ça, il faudra demander à Franklin Roski, mais pourquoi pas, c'est une bonne idée. Alors, hein? Ah, merci. Alors, merci alors. Alors, juste pour vous dire, parce que ça, c'est intéressant. Pardon? Non, mais on n'a rien entendu. Alors, c'est pas grave, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Alors, juste pour vous dire, le traité des poisons, le traité qui donne toutes les informations face à des problèmes de morsure, de problèmes d'animaux venimeux, a été traduit en français par un personnage qui est pour moi une grande révélation, qui est le docteur Israël Michel Rabinovitch. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Israël Michel Rabinovitch, c'est un homme que j'ai découvert quand j'ai écrit mon livre sur la médecine du Talmud. C'est un personnage étonnant qui est né donc en 1818 en Lituanie. La Lituanie, vous savez, a fait des grands personnages. C'est vraiment un vivier de personnalités de génie, on va dire. Et Rabinovitch est venu en France en 1845, je crois. Et il ne parlait pas français. Il a appris le français. Et il s'est inscrit à la faculté de médecine, est devenu interne des hôpitaux de Paris. Et après, son obsession, ça a été de traduire le Talmud en français. Et sa thèse de doctorat en médecine, ça a été justement une traduction en français du traité des poisons de Maïmonide. Et donc il l'a fait à partir d'une version hébreu et à partir d'une version arabe. Donc il a fait un mélange des deux, et il publie ça en 1865. Et après, une fois qu'il a fait cette traduction du traité des poisons, il a commencé à faire une traduction de nombreux traités du Talmud. Quand vous posez la question à des rabbins en France, beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais pourtant, c'est un monsieur qui a quand même traduit une trentaine de traités talmudiques. Et moi, mon livre que j'ai appelé « La médecine du Talmud » est un hommage à cet homme méconnu. C'est des génies méconnus. C'est un personnage. Si j'avais du temps, je vous en parlerai longuement, mais je voulais évoquer sa mémoire ce soir. Et la traduction que je donne dans mon livre du traité est beaucoup inspirée de sa traduction donc, du traité des poisons. Et j'adore parce que, vous voyez, Maïmonide est un médecin qui va donner donc, dans ce traité des poisons des conseils très clairs, très rationnels. Alors qu'on imagine un traité au Moyen-Âge sur les poisons, la plupart des traités des poisons au Moyen-Âge, ce sont des traités qui sont fantasmagoriques, avec des animaux qui n'existent même pas. Maïmonide va donner des recommandations qui sont claires, qui sont d'autant plus claires que jusqu'au XIXe siècle, ce qu'il va donner était vraiment de rigueur. Donc vous voyez, il a 7 siècles d'avance. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il finit son traité, on voit la foi de Maïmonide, et ça c'est intéressant. Et j'en parlais encore ce matin avec une patiente. Il dit, voilà, je vous ai donné toutes les informations sur le plan médical, si vous êtes amené à être mordu par un serpent, si vous avez été piqué par un insecte, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais sachez qu'il n'y a de réelle protection que dans la bonté de Dieu. Vous voyez, il est là encore en vous disant, ben, très bien, mais on voit la foi de Maïmonide et il finit son traité là-dessus. Et ça, à chaque traité, on le voit. Alors, il s'adresse à des monarques musulmans qui sont des croyants, mais c'est très intéressant parce que à chaque fois, vous voyez, il est là, ça reflète cette foi de Maïmonide. C'est ce que Spinoza, d'ailleurs, lui reprochera dans sa confrontation par la suite, mais c'est un autre débat. Alors, le livre le plus traduit de Maïmonide, c'est le régime de santé. Maïmonide va écrire un livre qui s'appelle Le régime de santé. C'est un livre passionnant où il donne toutes ces informations pour être en bonne santé. Donc on peut l'aborder. Mais en tout cas, c'est un des livres les plus traduits et où il va aborder également sa vision de l'unité du corps et de l'esprit, sa réflexion sur comment agir sur les émotions.
Et c'est très intéressant parce que moi qui suis un passionné d'Antonio Damasio, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit des livres passionnants sur la prise en charge des émotions, qui a été un des premiers spécialistes des neurosciences à faire la distinction entre ce qu'on appelle les sentiments et les émotions, savoir que les sentiments et les émotions ne sont pas exactement la même chose, que les émotions sont les sentinelles de nos sentiments, excusez-moi, inversement. Mais donc, c'est très intéressant. Toute la réflexion de Maïmonide, comment réguler ses émotions, est tout à fait en phase avec, actuellement, les grandes recherches, les grandes trouvailles des neurosciences. Et je n'aurai pas le temps de le développer, mais je l'aborde longuement dans mon livre. Le dernier, pardon ? Antonio Damasio. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, c'est passionnant. Je vous recommande sa lecture, de tous ses livres d'ailleurs. Alors, le dernier livre de Maïmonide, donc ça en fera 10, c'est celui qu'on appelle le chant de cygne de Maïmonide. C'est celui qu'il écrira à la fin de sa vie, en 1200, 4 ans avant de mourir. Et ça s'appelle le discours sur l'explication des causes. C'est-à-dire que Saladin, le fils de Saladin, d'ailleurs, qui a pris le pouvoir, va faire appel à Maïmonide en lui disant voilà, je souffre toujours de dépression, je suis assez mélancolique, il faut que vous m'aidiez. Je suis entouré par des médecins, mais ils se contredisent tous, il va falloir que vous me donniez votre avis. Et Maïmonide lui dit je ne peux pas me déplacer, je suis très malade, je suis très fatigué, mais envoyez-moi les conseils qu'on vous a donnés. Et c'est intéressant parce que dans tout ce livre, Maïmonide va donner des recommandations et il faut voir c'est avec quel tact il va donner des informations sans pour autant critiquer ses confrères parce qu'ils ont des avis totalement contradictoires. Et c'est vraiment magnifique de le voir se débrouiller pour donner des conseils sans contredire les autres. Beaucoup de diplomatie, on sent l'homme qui a maintenant beaucoup vécu et qui a beaucoup de diplomatie. Alors, c'est un très très bel ouvrage, c'est son dernier ouvrage. Alors, si vous le permettez, oui. Est-ce que Maïmonide fait des allusions dans l'un de ses ouvrages à l'épigénétique ? Non, mais vous... Alors, c'est intéressant que vous posiez cette question parce que vous savez très bien. Alors, l'épigénétique, c'est quoi ? C'est une nouvelle discipline de la génétique qui consiste à dire que tout n'est pas dans nos gènes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux jumeaux homozygotes avec le même patrimoine génétique, mais en fait, vous pouvez avoir un développement d'une maladie alors qu'ils ont exactement le même patrimoine génétique chez un et pas chez l'autre. Ce qui a différencié, c'est le mode de vie, c'est l'environnement. Donc, c'est ça l'épigénétique. Il ne l'a pas abordé de manière aussi claire que l'on peut le développer aujourd'hui, hein, évidemment. Mais c'est quelque chose dont il est probablement conscient au quotidien. Mais c'est quelque chose... Pardon ? Non, vous ne pouvez pas. Par contre, j'ai abordé ça, moi, dans mon livre sur médecine et Bible. Bien avant M. Joël de René. Donc si vous lisez Médecine et Bible, vous verrez, j'aborde l'épigénétique. Alors, si vous le permettez, je voudrais, si vous... il est 8h30 et je pense que, je ne sais pas si vous êtes encore patient, on peut encore faire 15 minutes. Vous partez ? Bon, ben, c'est pas grave, je comprends. Vous êtes d'accord ? On peut continuer encore 15 minutes et après on fait... parce que j'aimerais... Dans cette troisième partie de mon intervention, je comprends, de toute façon, c'est fatigant, au bout d'un moment, on fatigue. Alors, même moi, je suis fatigué. Non, je plaisante. Alors, je voudrais aborder les grands principes de la médecine maïmonidienne. Les grands principes de la médecine maïmonidienne, vous l'aurez compris, madame, et votre question, en tout cas, permet de l'aborder, c'est la prévention médicale. Cette notion de la prévention médicale est une notion, vous le savez, très moderne. Vous savez que c'est uniquement au XXe siècle qu'on a développé, il y a des médecins dans la salle, ils le savent, les études de Framingham qui ont permis de définir 10 facteurs de risque, par exemple, pour les maladies cardiovasculaires, et on a fait un lien entre les facteurs de risque et les maladies cardiovasculaires. Donc ça a permis de développer la prévention médicale. Et moi j'ai osé, d'ailleurs je me permets de le dire même à la faculté de médecine, de dire que si Maïmonide est vraiment... et quelqu'un qui a bien compris que c'était important, mais il s'est inspiré de la Bible.
Parce que c'est dans la Bible, la vision de la médecine dans la Bible, c'est une vision préventive. Et je me suis basé en fait sur le texte de l'Exode, chapitre 15, verset 26, où il est écrit « Si tu écoutes bien la voix de l'Éternel ton Dieu, tu feras ce qui est droit à ses yeux, et tu prêteras l'oreille à ses préceptes et garderas toutes les lois. Toutes les plaies dont j'ai frappé l'Égypte, je ne les mettrai pas sur toi, car je suis l'Éternel, ton médecin. » Donc Dieu nous apprend que si on suit ses préceptes, on ne sera pas malade. Alors la question qu'on se pose quand on prend le texte, on se dit mais si on n'est pas malade, on n'a pas besoin de médecin. Pourquoi il nous rappelle qu'il est notre médecin? Hein? Vous êtes d'accord? Alors vient à ce moment-là le grand commentateur de la Bible, on revient au début de notre conférence, Rashi va dire justement « Je suis Dieu ton médecin » signifie « Je t'enseigne mes préceptes ». Alors je vous donne la traduction, hein, parce que je sens que vous êtes fatigués, je ne la donne pas en hébreu. Hein. « Afin que ta vie en soit préservée ». Je cite la traduction de Rashi. « Cette situation est comparable à celle d'un médecin qui recommande à son patient, vous voyez, hein, de ne pas manger tel ou tel aliment qui risque de le rendre malade. » Rashi, 11e siècle. Donc il vous dit, voilà, c'est exactement cela. Donc on est dans la prévention pure. Donc vous voyez bien que si Maïmonide est un passionné de la prévention, sa lecture de la Bible et du Talmud n'a fait que renforcer cette vision préventive qu'il a de la médecine. Donc ça, vous l'aurez compris. Alors, on ne va pas développer longuement, mais on pourrait aussi, juste si vous le permettez, parce que je sens que vous êtes en forme encore, vous dire qu'à propos de Maïmonide, il va beaucoup plus loin que la vision talmudique des rabbins du Talmud sur la légitimité du médecin de soigner. Vous savez que ça a été un très gros problème. Moi d'ailleurs, en tant qu'historien de la médecine, je me suis battu, et je passe mon temps à répéter ça, parce que souvent dans les livres d'histoire de la médecine, on dit que la médecine biblique est une médecine théurgique. Nous attendons de Dieu la guérison. À aucun moment. Quel est le rabbin qui peut dire une chose pareille, qui peut confirmer une chose pareille? Mais si on se base, bien évidemment, sur une application littérale du texte, « Je suis Dieu ton médecin », ben on comprend les choses comme ça, mais ce n'est pas du tout cela. Donc vous voyez, donc, on ne peut pas dire cela, ça n'existe pas. La médecine biblique est une médecine qui donne toute légitimité aux médecins. Mais Maïmonide va encore plus loin. Alors, la tradition talmudique dit qu'en fait, tout ça est basé sur un texte de la Bible. Je l'ai mis dans un coin parce que je me suis dit, je vais vous la sortir celle-là, c'est certain, parce que je l'adore. Il est écrit donc dans l'Exode, chapitre 21, verset 18. Alors je passe directement à la traduction. Hein, la traduction. Donc c'est Vechi erivu nanashin veika ish et rereu. Donc si deux personnes se battent et l'un frappe l'autre, bon, donc on est face à une dispute, et s'il y en a un qui est blessé, donc on va parler de la réparation, donc au niveau sur le plan bien évidemment matériel, et après il y a une expression biblique, verapo hierapé, et guérir, il guérira, et soigner, il soignera. On a une redondance du mot soigner, il soignera. Et les rabbins du Talmud, avec une personne en tête qui s'appelle Rabbi Ishmael va dire c'est de là que vient l'autorisation faite aux médecins de soigner. Et c'est intéressant donc, alors vous pouvez me dire mais pourquoi, où il voit l'autorisation? Vous le savez? Parce qu'il peut doubler le mot rapo, il soigne, il soignera. Mais en fait, Rabbi Ishmael, c'est vrai parce que souvent, je le dis comme ça, mais après je me dis, mais est-ce que c'est clair? Mais en fait, c'est parce que le premier rapo, c'est Dieu, et le deuxième, c'est le médecin. Donc c'est une vision conjointe de Dieu qui est là, bien évidemment. Donc il ne faut pas, quand vous êtes malade, ou quand nous sommes tous malades, il ne faut pas négliger la prière, bien évidemment, dans la tradition juive, et bien évidemment aller voir son médecin. Mais c'est l'association des deux qui est la vision talmudique et biblique. Mais Maïmonide, lui, il va plus loin. Maïmonide, il considère qu'en fait, ce n'est pas une autorisation faite au médecin, c'est une obligation. Le médecin est obligé de soigner. Et il va sur deux sources scripturaires. Vous les trouverez dans mon livre, parce que je sens que vous êtes fatigués. Alors, si vous voulez, je peux vous les donner.
les deux sources scripturaires de Maïmonide, c'est le Deutéronome chapitre 22, verset 2, et dans lequel il est écrit que quand vous trouvez un animal perdu dans un champ, vous devez le ramener à son propriétaire. Et la tradition biblique dit, vous avez raison, vous dites, mais quel rapport? Vous avez raison, quel rapport? Non mais alors voilà, la logique maïmonidienne, c'est de dire, donc quand vous devez le ramener, il faut prendre soin de la santé de cet animal si vous ne trouvez pas tout de suite le propriétaire. Donc Maïmonide dit, si on est en mesure de prendre soin d'un animal perdu, égaré, pas perplexe, égaré cette fois, à plus forte raison quand il s'agit d'un humain. Vous voyez? Et la deuxième source scripturaire de Maïmonide consiste à dire, ça c'est Lévitique 19, verset 16, « Lo ta'amod al dam re'echa » donc tu ne tiendras pas sur le sang de ton prochain, autrement dit, ne sois pas indifférent au danger de ton prochain. Donc c'est sur cette source scripturaire qu'il voit l'obligation faite aux médecins de soigner. Alors, nous en sommes au sujet de notre conférence de ce soir. Nous pouvons démarrer. Alors, quels sont les principes fondamentaux de l'hygiène, en tout cas de l'hygiène, de la façon dont Maïmonide voit l'hygiène de vie? Donc, dans tous ces traités médicaux, et vous allez voir, Maïmonide considère qu'il y a 6 éléments qui sont fondamentaux pour prendre en charge la santé d'une personne. Le premier, on est au XIIe siècle, hein, améliorer la qualité de l'air. Vous vous rendez compte? C'est intéressant. Vous vous rendez compte, hein, c'est quand même très intéressant. Tout un chapitre sur la qualité de l'air. Donc vous voyez que c'est quand même quelqu'un qui est un visionnaire, hein, vous avez raison. Hein, donc, alors je ne vous donne pas toutes ces... regardez, je vous cite, « Il convient d'améliorer et d'assainir l'air pour éviter l'apparition de maladies à toutes les personnes saines. » Parce qu'on n'a pas... On a dit la prévention, mais Maïmonide considère qu'il ne faut pas aller voir le médecin quand on est malade. C'est bien avant qu'il faut aller le voir. D'ailleurs, il dira même, je crois que c'est... il dit qu'il n'y a que les insensés qui pensent qu'il faut aller voir le médecin quand on est malade. Vous avez compris? Alors, premier principe, améliorer la qualité de l'air. Deuxième principe, vous l'aurez compris, l'alimentation. Regardez ce qu'il dit. La connaissance de la diététique est un des domaines les plus utiles de la médecine, car le besoin de nourriture est constant, aussi bien quand on est en forme ou durant la maladie. Pirkei Moshe, un des aphorismes de Maïmonide. Regardez, ça c'est intéressant parce que c'est toute une réflexion, parce que ça, il développe ça dans son Mishneh Torah. Il parle de ce qu'il appelle la mida bénonite, le juste milieu. La résistance de l'organisme est détruite quand on s'écarte du juste milieu. Ça, c'est quelque chose de constant dans sa médecine. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que bien évidemment, le juste milieu, c'est manger modérément. Hein, vous êtes d'accord? Alors ce qui est drôle, c'est que dans son dernier livre de médecine, le dernier livre, Maïmonide va donner des recommandations au monarque qui est mélancolique. Et j'adore parce que il va lui dire, s'il s'avère qu'il va lui donner des recommandations, c'est passionnant, c'est vraiment génial ça. Il va dire, si vous mangez 2 fois par jour, voilà ce qu'il faut manger, mais si vous mangez 1 fois par jour, voilà ce qu'il faut manger. Mais à aucun moment, il pense qu'on peut manger 3 fois par jour. Hein. C'est intéressant. Hein. Alors, manger modérément. Donc, vous l'aurez compris que c'est très important dans la médecine de Maïmonide. Alors, évidemment, vous aurez compris que le stress, alors s'il n'a pas parlé de l'épigénétique, il a parlé du stress. Ça, il a totalement saisi le problème. Et nous savons aujourd'hui, puisque vous savez que nous sommes aujourd'hui, les médecins qui sont là dans la salle, savent que nous sommes dépendants d'une médecine par l'épreuve. C'est-à-dire que maintenant, vous me dites quelque chose, docteur, mais est-ce que vous avez preuve de ce que vous m'apportez? Et c'est intéressant parce qu'on est tellement victime de cette notion de médecine par l'épreuve qu'aujourd'hui, mon éditrice m'a dit, Maïmonide recommande de manger, je ne sais plus, je dis comme ça, de boire du jus de grenade. Mais pourquoi il dit ça? Je dis, mais il a le droit de le dire. Non, mais c'est incroyable. C'est intéressant parce qu'on a besoin de preuves. Mais alors, donc maintenant, lui, il avait parfaitement compris, mais c'est terrible, hein, parce que c'est l'observation,
l'analyse, tout ça, c'est pas suffisant. On est dans une... Voilà, et on en arrive d'ailleurs à des dérives, hein, on le sait, hein, tellement on a besoin de preuves. Hein, parce que... Hein, exactement, vous avez parfaitement saisi. Donc, on sait aujourd'hui, et lui, il l'avait parfaitement compris, que le stress, c'est quelque chose qui peut malheureusement développer des maladies. Et il l'explique très bien. Il explique très bien, et il le dit, il dit que ce qui est important quand vous avez un malade face à vous, c'est bien évidemment de soigner le corps, mais c'est de lui donner toute forme de sérénité. Et ça, il l'explique bien. Mais aujourd'hui, on le sait, on l'a bien compris ce qui se passe. C'est que quand le corps est très bien fait, quand vous êtes stressé, vous avez une accélération de votre rythme cardiaque, vous avez une augmentation du taux de cortisol qui va favoriser une augmentation de votre glycémie. Pourquoi? Parce que vous avez besoin que vos muscles soient prêts face à un danger. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de danger. Mais vous avez toujours ces stigmates qui font que votre glycémie va augmenter, donc vous allez risquer de développer un diabète. Vous avez compris. Et ça, Maïmonide l'explique bien, que si vous êtes... Et une de ces grandes médecines, et c'est pour ça que beaucoup de gens le voient comme un des premiers psychosomaticiens, c'est-à-dire qu'il va passer son temps à dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être stressé. Et ça, il le développe dans beaucoup de ses... C'est trop long à développer, hein, mais il le développe énormément. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que je voulais aborder rapidement, en vous disant, regardez, quand il a été mélancolique, il a été dépressif, il était dans son lit pendant 1 an, il ne pouvait plus bouger. La seule chose qui l'a aidé, il le dit, c'est l'étude de la Torah et de la philosophie. Et ça, il va le développer. Parce que Maïmonide, à l'époque, il n'y avait pas de psychothérapeute, il ne connaissait pas. Donc il va dire, si un médecin n'est pas en mesure d'apporter des réponses à son malade, eh ben, peut-être qu'il faudra le présenter à des gens qui sont des philosophes, des gens qui vont l'aider à s'en sortir. Vous voyez? Et ça, c'est intéressant, parce que, après, il sait très bien qu'il est face à des gens qui ne sont pas obligatoirement croyants, donc on ne peut pas proposer des textes de la Torah à tout le monde. Mais la philosophie, l'éthique, va être quelque chose qu'il va proposer comme forme de thérapie. Donc, diriger ses émotions, l'intelligence émotionnelle, tout ça, ce sont des principes que Maïmonide va aborder, savoir évaluer l'essence des choses, la méditation, il va l'aborder, il va en parler dans ses traités. Pardon? Mais ouais, et vous avez vu, grâce à cela, on a même des preuves maintenant que la méditation agirait. On rejoint Madame. La méditation, on s'est aperçu qu'il y a des signes au niveau de la génétique. Au niveau génétique, il y a des signatures de la méditation. Ça a été prouvé par une étude très récente. Je donne la référence dans mon livre. Alors, grande avancée de Maïmonide, l'exercice physique. Maïmonide considère qu'on ne peut pas être en forme, être en bonne santé, en négligeant un exercice physique quotidien. Donc c'est un des premiers médecins à dire cela. C'est important. Hein. C'est-à-dire qu'il dit l'esprit, certes, mais le corps. Donc l'exercice physique est quelque chose de très important. Donc on est face à quelqu'un qui a une pratique rationnelle de la médecine. Je n'ai pas le temps de développer une connaissance approfondie de l'anatomie, mais je vais le faire parce que je donne une conférence à René Descartes avec Jacques Attali sur Maïmonide. Et là, je vais expliquer que Maïmonide est celui qui a découvert la circulation pulmonaire, et non pas Ibn Nafis, qui est d'ailleurs un de ses élèves, puisque c'est celui qui représente l'école du Caire. Donc ça va être, je vous le dis en avance, ce que je développerai à ce moment-là. Et donc, connaissance approfondie de l'anatomie, de la physiologie. Donc ça, on est face à un médecin qui n'est pas du tout un empiriste, quelqu'un de très rationnel. Alors, je vais répondre à vos questions parce que ça serait trop long hein, de développer tout ça. Je voudrais juste vous dire que, de la même manière que la formation médicale de Maïmonide, c'était d'associer un savoir théorique à une expérience pratique, à aucun moment dans son exercice de la médecine, il n'a envisagé autrement les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exercer la médecine sans un savoir théorique très important et un exercice pratique de la médecine. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très important dans sa médecine. Alors, si vous le permettez, je vais finir par quelques mots sur les Thibonides, et après, si vous le souhaitez, il y aura des questions. Pardon ?
Alors, je peux vous les donner. Excusez-moi. Hein. Normalement, vous les avez les 6, mais bon, on les réabordera. Je voudrais juste, si vous le permettez, vous dire quelques mots sur les Thibonides et finir là-dessus parce que c'est vraiment passionnant. Maïmonide donc, a écrit donc, son guide des égarés et ça nous fait un lien avec la France. Son guide des égarés, dans une communauté juive du sud de la France, hein, du Languedoc, à l'époque c'était le Languedoc, Lunel, vous avez une communauté qui a parmi elles un homme qui s'appelle Yehuda ibn Tibon, qui est un réfugié donc des Almohades qui vient de Grenade et qui va trouver refuge en France, dans le sud de la France. Et on va tout de suite remarquer que, comme il parle l'arabe, il va pouvoir donner aux Français des informations sur la philosophie, par exemple, de Bahia ibn Pakouda, vous voyez, ces grands hommes qui ont fait le judaïsme espagnol. Et on va demander à Yehuda ibn Tibon donc, de traduire. Donc la communauté juive va demander de traduire. Donc Yehuda ibn Tibon, ce n'était pas sa vocation, il était médecin également, et va traduire, donc va devenir un traducteur et va se plaire dans ce passage de flambeau à travers des traductions. Et Yehuda ibn Tibon, il n'a qu'une obsession dans sa vie, c'est que son fils, Shmuel ibn Tibon, soit son successeur. Mais Shmuel n'a pas envie d'être traducteur. Il n'a pas envie, ça ne l'intéresse pas, il veut faire du commerce, ça peut arriver. Et donc, Yehuda ibn Tibon va rédiger une sorte de un testament dans lequel il va dire à son fils, donc il n'aura pas le temps de le lui dire de vive voix, mais il a dû le lui dire, mais il va lui dire « J'aimerais bien que tu prennes ma suite, parce que moi j'ai vécu des très grands moments avec les livres, et en les traduisant, en faisant connaître les livres, je veux que tu fasses la même chose. » Et donc il va écrire, je vais juste vous lire très rapidement en quelques minutes, juste quelques mots donc de cette... regardez ce que va dire Yehuda à son fils Shmuel en espérant qu'il prenne sa suite. Il lui dit je te laisse une bibliothèque bien fournie pour ton propre usage, j'ai même ajouté des ouvrages sur toutes les sciences. Ô mon fils, prends tes livres pour compagnons, que tes malles et tes étagères soient pour toi des plates-bandes et des jardins. Promène-toi dans leur paradis, cueille leurs fruits, coupe leurs roses, enivre-toi de leur senteur. Il parle des livres. Hein. Si je suis affamé, ils m'offrent leurs fruits les plus délicats. Si je suis assoiffé, leur rosée me désaltère. Si je suis affligé, leur harpe me charme de ses mélodies. Les parchemins sont mon jardin et mon paradis. Donc il lui donne plein d'informations sur comment ranger sa bibliothèque, examine les feuilles isolées dans les livres ou des paquets, conserve-les soigneusement, recouvre les casiers. Voilà. Tes livres sont ton plus grand trésor. Et il veut l'inciter à traduire, à prendre la suite de son travail de traducteur. Et Shmuel, a priori, n'est pas favorable à cela, mais va arriver à un grand moment, c'est-à-dire que dans la communauté de Lunel, ils vont demander à Maïmonide de lui envoyer, alors c'est drôle parce qu'ils demandent à Maïmonide, vous savez ça marche par des messagers, ils vont demander à Maïmonide de lui envoyer le guide des égarés, en tout cas les 2 premières parties du guide des égarés. Et ils demandent à Maïmonide de lui envoyer la traduction. Alors Maïmonide dit, écoutez, moi j'ai même pas le temps d'écrire tous les livres que j'ai envie d'écrire, mais traduire mes livres, là, c'est en dehors de mes capacités. Donc il leur envoie donc les écrits en arabe, mais le gros problème des juifs à Lunel, c'est qu'ils ne lisent pas l'arabe. Donc comment ils vont faire pour le traduire? Ils ne comprennent pas. En tout cas, c'est écrit en lettres hébraïques, mais c'est de l'arabe. Donc ils vont aller voir qui? Yehuda ibn Tibon. Mais le problème, c'est que Yehuda ibn Tibon, il meurt au moment où les manuscrits arrivent. Alors qui on va aller voir? On va aller voir Shmuel. Et donc il va falloir convaincre Shmuel de prendre la suite. Et c'est intéressant parce que quand vous lisez la préface de Shmuel ibn Tibon, le guide des égarés, vous voyez qu'il dit on m'a convaincu de le faire. J'avais pas prévu de le faire, mais on m'a convaincu. Alors, qu'est-ce qui l'a convaincu? Est-ce que c'est la lecture du testament de son père? Est-ce que c'est les rabbins qui lui ont dit regardez, vous vous rendez compte, on a les 2 parties du guide des égarés, c'est exceptionnel, voyez ou pas? Et donc, ils arrivent à le convaincre. Et vous savez, traduire en arabe, de l'arabe en hébreu, c'est pas une simple affaire. Donc il va falloir qu'il se forme. Il s'est mis à étudier, à essayer de...
Et il va mettre du temps parce que ça va être compliqué. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, il va rentrer en contact avec Maïmonide en personne. Et c'est pour ça que c'est important, parce que la traduction de Shmuel ibn Tibbon, c'est celle qui a l'agrément de Maïmonide. C'est très intéressant, parce que Maïmonide a lu la traduction de Shmuel ibn Tibbon. Et regardez ce que va dire Maïmonide de Shmuel ibn Tibbon. Regardez. Je vais vous lire, c'est un propos intéressant. Alors regardez, donc ils échangent, j'ai d'ailleurs une lettre en hébreu ici, je vous la lirai si vous avez le temps. Alors, il écrit à Maïmonide en lui disant, voilà, moi je suis en train de traduire votre texte, c'est extraordinaire ce que je suis en train de lire, mais j'ai des points où j'ai besoin d'avoir votre avis, j'ai besoin d'avoir votre confirmation si j'ai bien compris votre texte. Et il lui dit, regardez mon maître, c'est son maître, Maïmonide, il lui dit, je vais venir vous voir en Égypte. Donc de France en Égypte, vous imaginez à l'époque. Et regardez ce que va répondre Maïmonide. À propos de ce que tu écris quant à ton éventuelle visite chez nous, sache que tu es le bienvenu. La perspective de ton arrivée me réjouit, je la désire. Contempler ta face me comblerait davantage que la joie qu'il te serait donnée d'éprouver à me voir. Regardez, c'est beau. C'est-à-dire qu'il approuve complètement son traducteur. Cependant, et bien qu'il soit difficile de te le dire, regardez, c'est dur, hein, écoutez bien, bien qu'il soit difficile de te le dire, tu ne dois pas te lancer dans cette périlleuse traversée, et je te le demande, ne mets pas ta vie en danger. Il a peut-être à l'image son frère, et il a peur peut-être qu'il fasse cette traversée, qu'il vienne le voir. C'est intéressant. D'autant, et regardez, c'est passionnant, d'autant qu'outre me voir et jouir de toute l'hospitalité qu'il me serait en mes moyens de t'offrir, regardez ce qu'il va dire à son traducteur. Tu n'obtiendrais de ta venue aucun avantage sur le plan de l'esprit. Et pourquoi? Ni de profit scientifique. Je sais que ni de jour, ni la nuit, il ne te sera possible de trouver une heure pour parler seul avec moi. Car je vais te raconter de quoi est fait mon quotidien. Et c'est là où il raconte ce que je vous ai raconté tout à l'heure. D'accord? Donc c'est vraiment grâce à cette lettre. Donc vous voyez, il n'a même pas le temps de le recevoir. Donc là, il est quand même très déçu, Shmuel ibn Tibbon. Il se dit, moi j'ai envie de rencontrer le maître. J'ai besoin de m'entretenir avec lui. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Donc il ne vient pas, il traduit, ils échangent. Regardez ce que va dire... Regardez, monsieur, c'est important que vous le sachiez. Peut-être que vous le savez déjà, excusez-moi. Maïmonide va faire l'éloge de Juda ibn Tibbon. Regardez ce qu'il va dire. Les qualités du père, donc ça veut dire qu'il a entendu parler de son père, hein, du père de Shmuel. Les qualités du père ont été transmises au fils. Loué soit le Seigneur qui récompense la sagesse du père en lui donnant un fils digne de lui. Et ce n'est pas seulement à lui que ce don a été fait, mais à tous les sages. Car si un enfant, lui, est né, c'est aussi à nous tous qu'un fils a été donné. C'est-à-dire qu'il a approuvé complètement la traduction de son traducteur. C'est intéressant. Et je ne vous fais pas part de ce qu'il dit, d'ailleurs, dans d'autres lettres à ce propos. Alors, pourquoi je veux finir là-dessus? C'est parce qu'en fait, c'est d'ailleurs très émouvant, cette histoire, c'est que Shmuel ibn Tibbon, il va finir sa traduction. Il va mettre quand même plusieurs années à la finir. Le 30 novembre 1204, il termine sa traduction. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le premier bateau, il ne le dit pas à Maïmonide, et il va pour la présenter à Maïmonide, sa traduction, et veut le rencontrer en Égypte. Il est impatient de la présenter à Maïmonide. Il arrive le 17 décembre, il cherche Maïmonide, on lui dit qu'il est mort depuis 4 jours. Voilà. Je finis là-dessus, mais en tout cas... ça a été donc le traducteur. Si vous avez des questions, je suis à votre...